enchaîne tout de suite avec notre symposium et soutenu par notre partenaire, le laboratoire Al-Nilam. Et on a deux orateurs assez prestigieux qui viennent de loin pour venir nous parler. Le docteur Sandrine Lemoine de Lyon et le professeur Bruno Moulin pour parler d'une maladie génétique pourvoyeuse d'insuffisance rénale chronique terminale et d'indication de transplantation, l'hyperoxalurie primitive. Et c'est une maladie particulière parce que non seulement vous allez voir avec Sandrine la génétique de cette maladie, mais on a aussi maintenant des ressources thérapeutiques et ça a un impact en transplantation. Bruno Moulin nous en parlera. Sandrine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie Al-Nilam. Alors, je n'ai pas marqué mes conflits d'intérêts dans la diapositive d'après, mais vous imaginez que j'en ai avec justement Al-Nilam. Donc, je vais vous parler d'un sujet complètement différent de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'hyperoxalurie primaire, qui est une maladie génétique rare. Puis des nouveaux traitements qu'on a actuellement, mais il y a quand même un vrai lien avec la transplantation parce que ce qu'on souhaite, c'est justement ne pas greffer des patients non diagnostiqués. Donc, voilà. Donc, avant de parler d'hyperoxalurie, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus basique, c'est-à-dire le calcul urinaire, parce que c'est ça la base. Le calcul urinaire, c'est 10% de la population. On est assez nombreux là, donc il y a probablement des participants qui en ont fait. C'est donc 10%, dont 5% qui ont des calculs d'oxalate de calcium monohydraté, ces fameux calculs marrons, qui sont des calculs de Wee-Wellit. Et donc, ça fait beaucoup de patients. Et parmi ces patients, il y a de temps en temps un patient qui a cette hyperoxalurie primaire. Mais l'enjeu est tellement important qu'il faut absolument penser à le diagnostiquer. Et c'est parfois assez difficile, au milieu de toute cette masse, de trouver le bon patient pour lequel il faudra approfondir les explorations et trouver le diagnostic. Alors, on va revoir un peu la base, c'est-à-dire l'oxalate. L'oxalate, on a d'abord 60% qui va être formé à partir du métabolisme hépatique et notamment à partir du métabolisme de tous les acides aminés. Puis on a tout ce qui est absorption d'oxalate et ça passe bien évidemment d'abord par le régime, par ce qu'on mange. Donc il y a des aliments bien connus qui sont à base d'oxalate. Alors on cite toujours l'oseille, les épinards, enfin ça on n'en mange pas tous beaucoup. Le chocolat on en mange mais à lui tout seul c'est pas pourvoyeur de calcul. Le thé infusé et on a maintenant aussi tous ces régimes à base d'amandes, de fruits secs qui sont vraiment pourvoyeurs d'oxalate. Et l'hydroxyproline, alors ça ne vous parle pas quand on vous parle d'hydroxyproline, mais les bonbons Haribo vous parlent tous. Et il y a énormément d'hydroxyproline dans ces bonbons-là. Et on voit des jeunes arriver avec des calculs d'oxalate à cause des crocodiles Haribo. Une fois qu'on a consommé tout cet oxalate, on va devoir l'absorber. Et l'absorption, la régulation de l'oxalate et tout ce qu'on mange passe par l'absorption. Et on sait que le calcium qu'on a dans notre tube digestif va pouvoir chélater en partie l'oxalate et on va donc éliminer l'oxalate dans les selles. C'est pour ça que quand on fait un calcul oxalocalcique, il ne faut pas dire qu'il faut arrêter de manger du calcium. Si vous arrêtez de manger du calcium, vous faites encore plus de calculs parce que vous n'allez pas chélater l'oxalate de votre bol alimentaire. Donc c'est très important de continuer de consommer le calcium. Et puis cet oxalate, il est aussi dégradé par le microbiote, et notamment l'Oxalobacter formigenes, dont le métabolisme dépend de l'oxalate et il va en détruire. Et donc, bien sûr, l'intégrité de votre tube digestif est importante. Plus vous aurez un trouble de la perméabilité, plus vous allez absorber cet oxalate. Vous allez avoir donc une oxalate plasmatique qui va être filtrée par le rein. Plus votre charge filtrée sera importante, plus vous aurez une oxalurie importante. Donc, normalement, on doit excréter moins de 450 micromoles par 24 heures ou 0,45 millimoles par 24 heures d'oxalate. Et dès que vous avez plus d'oxalate, vous allez faire des calculs ou une néphrocalcinose. Alors, la plupart du temps, dans 99,9% des cas, ça sera que, entre guillemets, des calculs, bien que le calcul, ça fasse très mal. La gravité de la maladie, en tout cas dans la maladie dont on va parler, c'est que ça peut se déposer sur le rein et former de la néphrocalcinose qui va conduire à la maladie rénale. Donc, on a 3 causes d'oxalurie. On a la diététique avec ce problème de balance entre tout l'oxalate que vous allez consommer et l'absence de produits laitiers que vous consommerez. On a les situations de malabsorption qui ne sont pas exceptionnelles, qui sont fréquentes dans la chirurgie bariatrique ou dans les grêles courts.
Et vous avez la maladie dont on va parler maintenant, qui est l'hyperoxalurie entérique, qui est une maladie génétique. Alors, on revient à la base. Dans l'hépatocyte, vous avez au sein des peroxysomes, le glycolate va se dégrader en glyoxylate, qui va lui-même, grâce à une enzyme qui s'appelle l'AGT, se dégrader en glycine. Cette AGT a une coenzyme qui est la vitamine B6, qui a une importance très importante dans le développement de la maladie. Eh bien, vous avez une première mutation de cette fameuse enzyme qui est l'AGT. Et quand elle est mutée, ça va donner lieu à cette maladie qui s'appelle l'hyperoxalurie primaire de type 1. Et on va voir, donc il va entraîner une hyperoxalurie. Et on va voir pourquoi. Vous avez également une autre mutation d'une autre enzyme, qui est la GRHPR, qui est l'hyperoxalurie primaire de type 2, et de l'OGA1, qui est l'hyperoxalurie primaire de type 3, qui est située dans la mitochondrie, pour laquelle on ne comprend pas très bien encore pourquoi elle va provoquer l'hyperoxalurie. Puis il y a une voie finale de dégradation de l'oxalate, finalement à la fin, enfin du glyoxylate, quand il n'est pas dégradé par la GT, qui est la lactate déshydrogénase. Alors, je ne sais pas si... Voilà, qui est là. Si votre enzyme ne fonctionne pas, on va revoir, eh bien, normalement, le glyoxylate peut être aussi dégradé par la lactate déshydrogénase et va transformer ce glyoxylate en oxalate, ce qui explique que quand vous avez la mutation de la GT, eh bien, vous avez une accumulation de glyoxylate qui ne peut pas être transformée en glycine, qui, eh bien, dans le cytosol de l'hépatocyte, va être transformée par cette lactate déshydrogénase en oxalate. Cette enzyme-là est aussi très importante, on verra dans les traitements qu'on peut proposer dans l'hyperoxalurie primaire. Alors, on a 3 types d'hyperoxalurie, la type 1, type 2, type 3. Celle qui nous fait le plus peur et qu'on connaît le mieux, c'est le type 1. Classiquement, elle est diagnostiquée par nos collègues pédiatres parce que c'est une maladie qui peut mener dès la naissance ou pendant l'enfance à l'insuffisance rénale terminale. Mais on en diagnostique un peu de plus en plus chez les patients adultes et c'est pour ça que c'est difficile quand on est néphrologue adulte parce que comme on a tous dans l'idée que c'est un patient qui a une insuffisance rénale terminale et qui de toute façon est souvent diagnostiqué en pédiatrie, eh bien, on a parfois pas tendance à y penser. Ça peut être des maladies pas aussi graves que ce que je viens de vous décrire, mais c'est des patients qui, dans la survie rénale à l'âge de 40 ans, c'est 40%. Donc, c'est des patients qui ont une maladie sévère. Et alors, classiquement, on continue à dire presque tous ont une insuffisance rénale chronique terminale. Plus on a un diagnostic, plus on en voit qui n'ont pas d'insuffisance rénale et qui font des calculs. Il y a des sortes de dissociations phénotype-génotype importantes. L'hyperoxalurie primaire de type 2, eh bien, la survie rénale est beaucoup moins sévère. La maladie est beaucoup moins sévère. C'est 55% de survie rénale à 40 ans, mais que 25% d'insuffisance rénale chronique terminale. Et l'hyperoxalurie primaire de type 3, eh bien, 95% de survie rénale à l'âge de 40 ans avec une insuffisance rénale chronique exceptionnelle. On en diagnostique probablement pas beaucoup parce qu'on n'envoie pas la génétique à tous les patients. Vous imaginez 5% de la population qui font des calculs d'oxalate de calcium. Il faut arriver à trouver une sorte de balance. Probablement qu'il y en a plus que ce qu'on imagine. Hyperoxalurie primaire de type 3. Alors, voilà. Donc, comment diagnostiquer et comment penser parmi tous ces patients à une maladie génétique dans le calcul et encore plus à l'hyperoxalurie primaire? Il y a des choses qu'il faut absolument faire quand vous avez un patient qui va avoir un calcul, surtout s'il est en bilan pré-greffe rénal. Il faut absolument analyser le calcul parce que l'analyse en lui-même du calcul va vous permettre de vous orienter. Si vous avez un calcul de 1C, c'est assez pathognomonique de la maladie rénale. La cristallurie aussi, c'est toujours très important. Si vous n'avez pas de calcul, si vous diagnostiquez un patient avec énormément de wéwélite, de cristaux dans les urines, c'est pas normal. Il faut approfondir le bilan avant qu'il soit greffé. Et eh bien, si vous avez des reins avec néphrocalcinose qui ont cette tête-là, bien évidemment, il faut prolonger également le diagnostic de votre patient. Il y a d'autres pistes. Il faut absolument interroger les patients. Si vous avez un patient qui a fait des calculs avant l'âge de 25 ans, c'est quand même pas normal. C'est souvent moins la diététique et c'est souvent une autre cause sous-jacente. Il faut continuer à approfondir les bilans. Bien évidemment, si vous avez de la consanguinité, si vous avez dans la famille déjà des calculs, si les calculs sont d'emblée bilatéraux, multiples, si vous avez des atteintes un peu de tubulopathie et avoir une maladie rénale chronique et des calculs, c'est pas normal. Il faut rechercher pourquoi. Et donc, il faut réaliser un bilan de deuxième intention plus poussé. On parle d'hyperoxalurie primaire, donc comment on y pense à cette maladie. Comme je vous disais, vraiment, c'est très, très, très important. Le calcul. Il faut toujours essayer d'avoir le calcul. Une simple analyse de calcul pour vous faire le diagnostic immédiat.
la cristallurie, et puis un bilan de deuxième intention dans lequel vous allez doser l'oxalurie. Et si vous avez plus de 700 micromoles par 24 heures d'oxalurie, eh bien, dans ces cas-là, il faut pouvoir penser au diagnostic. On peut envoyer aussi des dérivés dans les urines, comme la glycolaturie, comme la L-glycératurie, qui s'envoient au CHU de Lyon. Bon, c'est parfois un peu moins simple. Attention, on peut doser l'oxalémie, mais l'oxalémie va être normale si vous avez une DFG supérieure à 45. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une oxalémie normale avec une maladie pas encore altérée que vous n'avez pas d'hyperoxalurie primaire. C'est très important. Ça ne va pas éliminer votre diagnostic, donc ça ne sert à rien de la faire quand votre fonction rénale elle est supérieure à 45 millilitres mètre carré 73. En dessous de ce DFG, c'est important parce qu'on va le voir, c'est le reflet finalement de la thyrosérosmose et c'est ce qui va faire la gravité de la maladie, surtout à post-transplantation. Et le diagnostic définitif sera fait sur le génotypage qui se fait à Lyon et à Bordeaux ou sur l'exome si vous faites de l'exome. Alors je vais passer... donc, quelle est l'évolution naturelle de la maladie? Et on va parler uniquement d'hyperoxalurie primaire de type 1 ici, qui est, vous allez voir, c'est la maladie pour laquelle, pour l'instant, on a un vrai traitement. Et c'est la plus sévère. Donc, je vous disais, le glyoxylate ne va plus être transformé en glycine parce que votre AGT ne marche plus. Et donc, vous allez avoir une accumulation importante d'oxalate qui va entraîner une augmentation importante de cristaux. Ces cristaux vont s'agréger en calcul et vont à la fois se déposer dans les voies urinaires, mais également sur le parenchyme rénal et créer la maladie rénale. Au fur et à mesure de ce dépôt de cette néphrocalcinose qui avance, vous allez avoir une dégradation du débit de filtration glomérulaire. Et à partir du moment où vous avez pu être capable d'éliminer par les urines tout l'oxalate, vous allez avoir l'oxalate qui augmente dans le sang et surtout qui va aller se stocker dans tous les organes. Et c'est pour ça que la maladie est grave. L'oxalate va se stocker dans le squelette, mais également au niveau du cœur, au niveau des yeux. Et au fur et à mesure, et toute cette distance où vous ne diagnostiquerez pas la maladie, où toute cette oxalate va continuer de s'accumuler, et c'est de l'oxalate, une fois que vous aurez de nouveau une fonction rénale normale, qui va se relarguer dans les urines et risquer d'endommager le greffon. Donc, quel était le traitement jusqu'à présent? Toujours, c'est une hyperhydratation, c'est boire 3 litres par jour, jour et nuit. Tous les enfants avaient souvent une sonde nasogastrite ou une gastrostomie. Et chez certains adultes chez qui on n'y arrivait pas, on pouvait le proposer. Toujours essayer la pyridoxine, la vitamine B6. Je vous ai dit que c'était le coenzyme de l'AGT. Et il y a certaines mutations qu'on connaît être sensibles, d'autres un peu moins. Donc, les dernières recommandations européennes qui ne sont pas encore publiées, mais qui vont bientôt arriver, disent qu'il faut tester chez tout le monde. Et puis, on voit bien, il ne faut pas oublier de l'enlever si ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est de diminuer au moins de 30% l'oxalurie. Toujours penser aussi à prescrire des inhibiteurs de cristallisation. C'est que le citrate est un puissant inhibiteur de cristallisation. C'est important de penser à en rajouter, bien évidemment, en faisant attention au potassium quand vous avez une maladie rénale chronique avancée. Puis quand on arrive au niveau de la suppléance, alors le but c'est d'essayer de jamais qu'ils arrivent en dialyse, mais en tout cas chez l'adulte, pour les diagnostics tardifs, souvent on les diagnostique beaucoup trop tard et ils ont besoin malheureusement de dialyser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la production hépatique que vous avez, qui est entre 4 et 7 millimoles par jour, est bien plus supérieure à ce que vous allez dialyser, qui est de 1 à 2 millimoles par jour. Donc, inexorablement, plus vous allez rester en dialyse, plus vous allez stocker cette oxalate au niveau corporel. Et donc, le traitement, c'était la transplantation foie-rein. Soit, alors chez l'enfant, c'était souvent dans le même temps, mais chez l'adulte qui arrivait après 10 ans d'errance diagnostique, qui avait une thyrosérosmose majeure, on proposait des greffes séquentielles foie-rein, avec parfois quelques difficultés pour les foies seuls, chez les patients qui avaient un foie qui fonctionnait et qui obtenaient donc des points experts. Est arrivé ces dernières années les SI-RNA donc juste un peu pour rappel dans ce qu'on peut avoir comme thérapeutique, on a donc normalement on a déjà l'ADN qui se transforme en ARN messager qui va être au niveau du ribosome traduit en protéines. On a des thérapeutiques qui ciblent la protéine et on a quelques exemples de thérapie génique. Et les siRNA, l'idée, c'était d'inhiber l'ARN messager et il ne va donc pas pouvoir être traduit par le ribosome en protéines. Et donc, si on avait une enzyme, une protéine à cibler avec une enzyme spécifique, il a été décidé d'essayer de développer ce genre de traitement.
Alors, dans le cas de l'hyperoxalurie primaire, on a finalement cette AGT qui était dans le peroxysome. Et donc, il a été décidé d'essayer d'inhiber l'enzyme qui était au-dessus, qui était la glycolate oxydase, parce qu'il avait été montré chez la souris que le glycolate en lui-même, l'accumulation de glycolate n'était pas toxique. Il y a quelques KO chez les patients, enfin des patients mutés qui n'avaient pas du tout de toxicité de l'augmentation de glycolate sanguin. Et donc, le siRNA qui a été mis sur le marché est donc le lumasiran qui inhibe cette glycolate oxydase qui va entraîner une augmentation de glycolate et donc une diminution de l'oxalurie. Il y a actuellement d'autres essais cliniques sur un autre siRNA qui bloque la lactate déshydrogénase, c'est-à-dire finalement la voie terminale de la transformation de l'oxalate et qui, pour l'instant, je vais vous montrer quelques résultats, n'est pas encore sur le marché. Donc vous comprenez que le lumasiran ne va fonctionner que pour l'hyperoxalurie primaire de type 1, alors que le dédosiran est censé pouvoir fonctionner pour toutes les hyperoxaluries primaires. Donc ça, c'est la première étape. Bien sûr, il faut aussi cibler l'hépatocyte, parce que c'est qu'au niveau du foie qu'il va falloir amener le siRNA. Et là, il y a une technologie, un sucre qui s'appelle le GalNAc, qui va permettre d'emmener ce siRNA au sein de l'hépatocyte. Donc, deux nouveaux siRNA qui ciblent deux enzymes, le glycolate oxydase ou la lactate déshydrogénase. Le but étant, bien évidemment, de pouvoir proposer d'éviter le développement de la maladie rénale et, si maladie rénale, d'éviter la transplantation hépatique. Donc voici un peu quelques études, et donc ça c'est l'étude qui a été publiée l'année dernière qui a permis la mise sur le marché du lumasiran, qui est Illuminate A, qui était donc peu de patients, 39 patients, c'est une maladie extrêmement rare, randomisée en 2/1, des patients pas très insuffisants rénaux, moitié d'enfants, moitié d'adultes, et donc en bleu le lumasiran, en rouge le placebo, et là c'est le résultat des urines de 24 heures avec une réduction de plus de 53% de l'oxalurie, donc des résultats très positifs et une normalisation entre 1 et 1,5 fois la normale environ chez plus de 80% des patients, ce qui était très satisfaisant. Et avec aussi des résultats positifs sur l'oxalémie, mais c'est des patients pas très insuffisants rénaux, donc l'oxalémie n'était pas très importante. Voici le résultat de la phase d'extension. Donc, une fois que tous les patients sous placebo ont eu le traitement, et vous pouvez voir la persistance des résultats assez intéressants de moins 64% d'oxalurie. Il y a eu une étude publiée cette année sur des patients de moins de 6 ans et une étude chez les patients insurénales quasi terminaux et les patients hémodialysés que M. Moulin va vous présenter juste après. Donc le lumasiran, c'est facile, c'est une injection sous-cutanée en fonction du poids, tous les mois pendant 4 mois, puis après tous les 3 mois, très bien toléré, juste avec quelques rougeurs au point d'injection. Il y a également, je vous ai dit, un essai clinique de nénosiran qui sont quand même plus en retard, qui bloquent cette fameuse LDH déshydrogénase, cette lactate déshydrogénase, et qui montre exactement les mêmes résultats. Une réduction de l'oxalurie de 55%. Eux avaient inclus à la fois des hyperoxaluries primaires de type 1 et de type 2, et ne retrouvent pas du tout de résultats significatifs chez ces patients hyperoxaluries primaires de type 2. Alors, très probablement parce que il existe en fait une lactate déshydrogénase autre ailleurs que dans le foie, et se pose la question, mais enfin, c'est que des hypothèses, c'est peut-être cette raison qui explique que ça ne marche pas chez ces patients. Il y a d'autres essais en cours. Alors, il y a une molécule qui s'appelle le stiripentol, qui est un antiépileptique et qui n'était pas du tout donné, qui était donné chez l'épilepsie de l'enfant et qui diminue, en fait, qui inhibe chimiquement cette fameuse lactate déshydrogénase, donc qui diminue l'oxalurie. Il y a un très bel article qui a été réalisé à la fois sur des cellules in vitro et chez l'animal, qui montre des résultats très positifs sur l'oxalurie. Il y a un essai clinique en cours, donc pour l'instant on ne peut pas conclure. Il n'y a que quelques case reports reportés dans la littérature qui montrent pour certains que ça fonctionne, pour d'autres que ça ne fonctionne pas. Je vous ai dit que l'absorption d'oxalate, c'est quelque chose de très important, et certains probiotiques ont également été essayés, notamment l'oxalate, la reloxyaliase, qui a été essayée dans l'hyperox entérique pour dégrader l'oxalate au niveau digestif, avec, là, c'était chez les hyperoxaluriques, avec des résultats positifs. Malheureusement, s'en est suivi d'autres essais cliniques qui sont moins positifs cette fois-ci.
j'ai quasi fini. Juste, il y a eu un algorithme qui a été fait il y a peu de temps, disant quelle est la place des SI-RNA. Alors clairement, hein, pour les patients qui ont des DFG entre 90 et 30, et puis les patients moins de 30, indication de SI-RNA, et les recommandations européennes disent également la même chose. Et puis, eh bien, en fonction du stock que vous aurez d'oxalate, soit une transplantation rapide ou un délai de transplantation. Et chez les patients dialysés, eh bien, ils recommandent également le SI-RNA, mais eh bien, avec un oxalate plasmatique à moins de 20 micromoles par litre, qui est clairement un B6 insensible, quasiment impossible à obtenir. L'autre question, c'est comment on estime le stock en oxalate. Et ça, on ne sait pas faire. Donc, à part sur l'oxalémie. Et voilà. Donc, en conclusion, l'hyperoxalurie primaire, c'est une maladie génétique rare mais sévère. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. Il faut boire, il faut essayer la pyridoxine, qu'on a des nouveaux traitements qui révolutionnent un peu les choses. Maintenant, il faut savoir trouver la bonne place, notamment la bonne place par rapport à la dialyse et à la transplantation. Et chaque stratégie thérapeutique sera adaptée à chaque patient. Et je pense que M. Moulin va vous en parler. Très bien, merci. Merci beaucoup.